que je vous expliquais un peu la neurohypophyse, là, on passait un peu plus de temps sur l'adénohypophyse. Il y a plus d'hormones, donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus d'effets à retenir et tout, mais c'est toujours en rapport avec le schéma général que je vous ai montré tantôt. Petit concept nouveau, hein, je vous ai parlé tantôt des hormones de type RH, qu'on appelle des hormones de libération. Donc vous savez maintenant que ça stipule l'adénohypophyse, j'en ai déjà parlé. Tout ça, c'est-tu déjà vu? Fait que je la sorte. Là, j'en ai parlé en début de capsule. Donc, ça va, on contrôle l'adénohypophyse. Ce qui est nouveau, c'est ici. Donc, on a des RH, mais on a aussi des IH pour certaines hormones. On n'a pas 6, mais on a quelques-unes. Et chaque IH fait l'effet inverse. Ça va bloquer, en fait l'effet inverse des RH. Hein? Donc, ça va bloquer l'adénohypophyse. Fait que si je reviens avec mon fameux dessin, j'ai l'hypothalamus, j'ai exemple l'adénohypophyse. Là, vous avez vu tantôt que pour les 6 hormones, ben, j'ai les RH, différentes sortes de RH qui vont dire à l'adénohypophyse, relâche ton hormone pour avoir un effet quelconque. Mais je peux aussi avoir des IH. On n'en parle pas beaucoup dans le cours, mais si jamais vous voyez une hormone qui se termine par un IH, mettons une PIH, bien, ça veut dire qu'on va bloquer la production, l'activation de l'adénohypophyse pour une hormone donnée. Donc, par exemple, j'ai une hormone de croissance qui va être stimulée par une RH, mais quand c'est assez, hein, on ne peut pas en faire toujours de l'hormone de croissance. Donc, quand on voudra arrêter la production, on aura l'équivalent d'une hormone de l'hypothalamus qui, au lieu de se finir par RH, va finir par IH. I, c'est pour inhibition. Okay? Donc, on les appelle les hormones d'inhibition, qui en bio veut dire bloquer. Donc, c'est comme un interrupteur. On-off. Tu ouvres la lumière, tu fermes la lumière. On, je fais des RH pour dire l'adéno, fais ta job. Off, IH pour dire arrête. Okay? Donc, c'est toujours aussi spécifique. Donc, une hormone qui active une hormone précise, l'adéno, ou une hormone IH qui bloque une hormone précise de l'adénohypophyse. Okay? Donc, c'est juste un petit concept nouveau, mais qu'on ne voit pas tant en détail. C'est les RH qui nous intéressent beaucoup, en fait. Maintenant, l'hypothalamus contrôle l'hypophyse, l'adénohypophyse pour être particulier. Et là, vous savez qu'on va faire des hormones de type RH. L'autre concept qui est un petit peu nouveau, donc tous ces hormones-là, on les verra tantôt. Pour l'instant, on n'en parlera pas vraiment. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est le système ici, le système porte. Je vais vous donner une définition, puis je vais vous demander après c'est quoi l'avantage. Okay? Donc, un système porte, c'est quoi? Et vous allez voir ça ici avec l'adénohypophyse et l'hypothalamus, mais vous allez revoir ça aussi avec le foie quand vous allez étudier le système digestif. Donc, le système porte, en fait, ce que vous pouvez noter, c'est un système de vaisseaux sanguins qui est local et indépendant de la circulation sanguine. Donc, c'est un système de vaisseaux sanguins qui est local et indépendant de la circulation sanguine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, avec les autres capsules, quand je parlais d'hormones, vous savez que, exemple, l'insuline, le glucagon, toutes les hormones que vous allez apprendre, c'est toujours relâché dans la circulation sanguine, sans exception. Et ça veut dire que c'est long avant d'avoir un effet. Donc, exemple, je fais de l'insuline ou du glucagon, ces hormones-là quittent le pancréas, s'en vont dans les vaisseaux sanguins. On se promène dans la circulation sanguine générale, hein, systémique, donc dans tout votre corps, avant d'arriver à trouver des cellules cibles. C'est vrai pour tous les hormones, mais exceptionnellement, les hormones de type RH, donc de libération, qui sont relâchées par l'hypothalamus, on ne veut pas que ça s'en aille en circulation sanguine. Pourquoi? Parce que ça serait beaucoup trop long avant de stimuler l'adénohypophyse. Imaginez-vous, si elle fonctionnait comme des hormones normales, bon, ben, OK, on s'en va en circulation sanguine, on se promène, on s'en va dans les jambes, dans les bras, partout dans votre corps, puis un jour, ça finit par revenir à l'adénohypophyse. Ça serait beaucoup moins efficace. Donc, c'est là qu'on va utiliser un système porte. Qu'est-ce que j'ai dit comme définition? Je vous disais que c'est un système local. Donc, ici, c'est très local, on le voit. Hein? Le système porte, là, c'est un réseau sanguin comme ça qui va unir l'hypothalamus à l'adénohypophyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les substances hormonales de type RH qui sont déversées, produites par l'hypothalamus, mais déversées dans le système porte, s'en viennent immédiatement dans l'adénohypophyse. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans toute la circulation sanguine. Et je vous disais indépendant, parce que ici, le point d'entrée, ici,
qui est en fait l'hypothalamus, va déverser ses hormones dans la petite artère, passe dans ce circuit-là, et quand on va ressortir par la veine ici, donc on va faire le trajet complet, hein, les hormones RH entrent comme ça, ici, donc quittent l'hypothalamus, rentrent dans le système porte, je m'en viens dans l'adénohypophyse, et éventuellement, on pourra envoyer d'autres hormones de type RH, comme ça, ou d'autres substances, par cette veine-ci, et retourne en circulation. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, je dis que c'est indépendant, mais un jour ou l'autre, on va se connecter sur la circulation sanguine. Mais c'est une circulation en parallèle, le système porte. Fait que ici, j'écris circulation sanguine normale. OK, donc tout passe comme ça. Parfait, dans la circulation normale. Mais là, ici, j'ai comme un court-circuit. Cette circulation, ce système porte hypothalamo-hypophysaire. Ça a l'air très compliqué, mais c'est juste pour vous dire, c'est un système porte entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Hein, le nom, c'est souvent ça en biologie, les termes sont impressionnants, mais c'est juste de la logique. Donc, ce système porte hypothalamo-hypophysaire permet de relâcher les hormones relâchées en fait de l'hypothalamus, de passer directement dans une circulation locale et indépendante. Ces vaisseaux du système porte ne communiquent pas directement avec la circulation sanguine. Seulement à son point de sortie qu'on va rejoindre la circulation normale. Donc, ça permet de court-circuiter comme ça. Et surtout, c'est que les RH, même si c'est des hormones, on pourrait avoir un effet beaucoup plus rapide. Et c'est important parce que les hormones, les 6 hormones de l'adénohypophyse, elles vont être relâchées, puis c'est eux autres qui vont aller en circulation générale, comme ça ici, pour avoir un effet. Donc, on veut sauver du temps sur les RH parce que ça va déjà être bien assez long pour les hormones de l'adénohypophyse quand elles vont retourner en circulation sanguine avant d'avoir un effet quelconque sur une cellule cible. Donc, si en plus les RH, on les envoie dans la circulation normale, ben écoute, ça va doubler le temps d'action. Donc, les RH, elles, prend le système porte pour agir directement sur l'adénohypophyse. L'adénohypophyse relâche les hormones par la veine ici et on retourne en circulation normale. Donc, c'est vrai que les hormones de l'adénohypophyse ou de la neurohypophyse font comme tous les hormones de votre corps, retournent en circulation sanguine générale, on fait le grand tour avant d'avoir un effet. Les exceptions, c'est les hormones de l'hypothalamus qui vont directement à l'adénohypophyse par ce système porte-là. Donc, pour aller directement à l'adénohypophyse. Okay? Donc, c'est juste ça le système porte en fait. Maintenant, tous les hormones qui sont ici et toutes celles qui sont ici, on va les voir tantôt sous forme de tableau. C'est ça que je vous disais, hein? Parfois, il y a le gros nom qui est comme compliqué un petit peu parfois pour certaines. Tu sais, la thyrostimuline, la thyrolibérine, des fois ça vous mélange. Puis, tu as les lettres en abréviation. Fait que tu apprends un ou l'autre, mais exemple la TRH. TSH. Okay? Donc, ici, vous avez tous les hormones principales de l'hypothalamus. Celles qui vont m'intéresser le plus, c'est les hormones de type RH. Donc, évidemment, c'est les hormones de l'hypothalamus associées à l'adénohypophyse. Ils n'ont pas mis l'hormone d'ocytocine ou d'ADH qui sont associés à la neurohypophyse. On a vu ça tantôt, mais c'est vrai que l'hypothalamus fait ça aussi. Mais là, on parle juste des hormones de l'hypothalamus qui stimulent l'adénohypophyse, donc qui vont passer par le système porte hypothalamo-hypophysaire. Et ils ont tous une RH, donc il y a l'IH, mais on n'en parle pas beaucoup. Donc, exemple, TRH, PRH, la GNRH, CRH, qu'on va parler beaucoup aussi, puis la GHRH. OK? Là, ceux qui sont attentifs vont dire, ouais, mais il y en a juste 5. Il y a 6 hormones dans de l'adénohypophyse. C'est vrai, il y en a une là-dedans qui va en stimuler 2 à la fois. On verra ça tantôt. Puis ici, ces hormones-là, la prolactine, PRL, TSH, FSH et LH, qui sont 2 hormones importantes pour le système reproducteur, la CTH et la GH, c'est des hormones de l'adénohypophyse. Donc, techniquement, il y a une de ces hormones-là ici dans l'hypothalamus qui va aller stimuler une de celles-ci et c'est bien important de comprendre qu'ici, j'ai l'hypothalamus et ici l'adénohypophyse. Les hormones de l'hypothalamus vont passer comme ça au niveau du système porte pour aller stimuler l'adénohypophyse et en réponse, elle va relâcher une de ces hormones-là. Okay? Donc ça, c'est pour la base. Maintenant, on va voir ça plus en détail. Une façon de faire pour illustrer, ça, c'est un tableau qui vient de la première édition, qui résume tout, en fait. Ils l'ont enlevé, malheureusement, de la deuxième édition. Moi, je l'aimais bien, là, parce qu'il résumait très bien, mais souvent, il y a une confusion parce qu'il est fait de façon horizontale, puis ça vous mélange un petit peu. Dans votre livre, il vous montre ça maintenant, qui remplace le tableau. C'est correct, mais ça aussi, ça mène une confusion parce que vous comprenez qu'ici, c'est les hormones de type
RH, de l'adénohypophyse. Puis là, il va avoir un effet sur les hormones ici en couleur, qui sont en fait les 6 hormones de l'adénohypophyse. Là, mon problème avec ça, c'est que là, vous devez suivre le code de couleur avec les flèches pour savoir, mais la TRH, elle va agir sur laquelle? C'est-tu sur la GH? Tout ça, c'est pas toujours clair. Fait que moi, c'est ça, je refais ça au tableau blanc. Ça va être un peu fastidieux. Je vais avoir les 6 voies. C'est plate, ça fait de la job. On va faire ça comme des robots, vous allez écrire ça dans vos feuilles, mais au moins, ça va être très clair. Puis ça vous donne un outil d'étude clair. OK? Donc, vous allez utiliser ça pour étudier. Fait que c'est sûr que l'information sur le tableau de la dernière diapo, celle-ci, si c'est clair pour vous, vous travaillez avec un ou l'autre, ou les deux, ça va. Si vous préférez ce que je vais faire au tableau blanc, vous prenez ça. C'est pas grave, c'est une forme différente, mais c'est la même information. L'idée, c'est d'avoir l'information. La seule chose que j'attire votre attention, à la page 800 de votre manuel, figure 1715, qui est celle-ci, dans la deuxième édition, je ne sais pas si ça a été corrigé maintenant ou pas, mais il y a une grave erreur que je ne veux pas que vous fassiez, que ça amène une erreur à l'examen. Ici, ce tableau-là, c'est les hormones de l'hypothalamus. Vous savez maintenant que c'est des hormones qui finissent par RH, TRH, GnRH et tout ça. Et là, ici, on n'a pas d'ARH. Ils ont marqué prolactine, PRL. Mais la PRL, elle est ici aussi. C'est une hormone de l'adéno. Donc, c'est une erreur. Là. Elle ne devrait pas être là. Elle est ici dans l'adénohypophyse. Okay? Donc, dans l'adéno ici, c'est la prolactine qui est relâchée. Alors, ici, il aurait dû écrire PRH. Pour l'écrivain, c'est pas grave, c'est une faute de grammaire, HL, ouais, mais pas partout la même affaire. Parce que la PRH, une hormone de l'hypothalamus qui dit à l'hypophyse, l'adénohypophyse, refait de la PRL. C'est deux affaires différentes. Donc ça, vous corrigez ça si vous travaillez avec ce schéma-là, c'est une grave erreur. Okay? Sinon, ben vous suivez mon tableau blanc, là, il ne devrait pas avoir d'erreur, là, je devrais bien faire ça. Alors, que ce soit la figure ici que je vous ai présentée ou le tableau ici qui va ressembler beaucoup à ce que je vais faire au tableau blanc. C'est juste qu'ici, ils le font en horizontal. Et de façon assez incroyable, ben, je me suis rendu compte avec le temps, ben, moi je suis comme ça aussi. J'ai l'esprit rigide un petit peu quand j'étudie. Et il y a certainement une minorité d'étudiants que juste avec le tableau, ils vont le voir. OK, ici, là, je l'ai rajouté en rouge, mais ici, c'est des hormones de l'hypothalamus. L'adénohypophyse, donc ça, c'est les hormones de l'adénohypophyse. Puis là, c'est l'effet. Soit j'ai un effet direct, soit je vais agir sur une autre glande, comme les deux scénarios qu'on a vus tantôt. Donc, vous êtes très bon quand c'est horizontal. Mais c'est une minorité de gens. Et ce que je vais faire au tableau blanc, en fait, c'est que je vais le remettre de forme verticale, un petit peu comme j'ai fait en début de capsule. Et étonnamment, je dirais que 90% de mes étudiants, le fait de reprendre l'information de façon verticale, j'ai toujours le commentaire, c'est beaucoup plus clair, monsieur. Et pourtant, c'est la même chose. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, si c'est correct avec ce tableau-là ou l'autre figure, parfait, pas d'erreur pour vous autres, allez-y fort. Mais, et vous sautez ce que je vais faire au tableau blanc pour sauver du temps, ne pas vous taper à la capsule pour rien. Mais pour la majorité d'entre vous, ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre une feuille blanche et refaire ce que je vais faire au tableau blanc. Moi, c'est pas compliqué, là. Les 6 voies ici que je vais prendre, je vais les refaire une par une. Ça va être lourd parce que tu dis, ouais, il y a de l'information, mais la bonne nouvelle, c'est toujours la même chose. Il y a toujours une RH avec une hormone de l'adéno et un effet. Et ce qui est bon de cet outil-là, c'est que là, tu vas avoir ta feuille blanche et au lieu de les avoir sur 7-8 diapos, c'est tout sur une seule feuille. Tu vas aller avoir les 6 dans le visage, dans l'ordre vertical, et ça devient beaucoup plus clair pour ton cerveau. Moi, je vous le suggère fortement. OK? Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose que je vais vous avertir pour le reste de la capsule et du cours, parmi les 6, je vous demande de savoir les 6 voies pour l'examen. Mais il y en a quelques-unes que je vais pousser plus loin. Là, on va rajouter de la matière parce que vous n'allez pas beaucoup les voir dans les autres sessions. Je vais vous donner un exemple. Les hormones ici associées à la reproduction, donc la GnRH, on verra ça plus tard, FSH, LH, je vais vous demander un effet ou deux de base, là, très simpliste. Vous allez voir que quand vous allez étudier le système reproducteur à la prochaine session, vous allez pousser ça davantage. Ça ne sera pas ma job. Je vais juste vous demander cette ligne-là ou à peu près. Prolactine pour production de lait, même chose pour une femme qui allaite. Par contre, nous, on va parler beaucoup de ça. Fait que non seulement je vais vous demander pour chacune des 6 de savoir vos 6 voies, mais pour ceux que je vais encadrer, de toute façon, vous allez le voir dans le reste de la capsule, l'hormone de croissance, entre autres, là, les réponses au stress contrôlées par ça ici, la TRH, ça, on va faire plusieurs éléments de cours, plusieurs diapos, juste pour expliquer les effets en détail et tout ça. Donc, ces 3 voies-là, je vais les pousser beaucoup plus loin. Donc, important de bien l'étudier. Et les autres, qu'on va passer plus vite, ben, je vais vous contenter seulement de la voie du tableau, ça va être suffisant. Maintenant, je vais passer au tableau blanc
Et je vais commencer, par exemple, avec la TRH. OK? Donc, pour chacune des voies que je vais faire, on garde toujours le même schéma généraux. C'est juste un nom des hormones qui change et les effets. Donc, on va toujours avoir l'hypothalamus. Toujours avoir l'adénohypophyse. Donc, ça, vous allez écrire ça sur votre feuille de notes. Votre petite feuille résumée, si vous voulez. Et ensuite, ben, je ne le sais pas. Ça va dépendre. Il y a deux scénarios possibles. Soit que j'ai un effet direct après l'adénohypophyse, soit que je vais avoir une autre glande avec une autre hormone. Ça va dépendre des voies. On va voir ça dans 2 secondes. Dans un premier temps, la voie que je montre, c'est la voie de l'hypothalamus qui implique une hormone qui s'appelle la TRH, donc une hormone de libération. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypothalamus, quand il va relâcher la TRH, ça va dans le système porte et ça va stimuler l'adénohypophyse pour relâcher une autre hormone qui s'appelle la TSH. Ta TSH, elle, quand elle va quitter l'adénohypophyse, elle s'en va en circulation sanguine. Et dans ce cas-ci, c'est le deuxième scénario. On n'a pas d'effet direct. On a juste une troisième glande qui se retrouve au niveau de votre cartilage. Cartilage au niveau de la pomme d'Adam. Donc, qui s'appelle la thyroïde. Et la thyroïde, c'est une glande extrêmement importante. On verra, elle a plusieurs effets, mais pour maintenant, on verra plus tard la capsule, quand je serai justement en détail dans cette voie-là, je vais rajouter beaucoup d'effets, mais pour aujourd'hui, je vais vous donner l'effet clé, l'effet le plus important à retenir. Donc, la thyroïde, elle est comme passive, et aussitôt qu'elle reçoit de la TSH, elle va faire de l'hormone qu'on appelle 2 hormones, mais ils font la même chose, T3, T4, ou dans votre livre, parfois, au lieu de prendre T3, T4, il va marquer HT pour hormone thyroïdienne. Peu importe, hein, vous êtes familier avec les deux. Et aussitôt que la thyroïde va relâcher de la T3, T4 ou de l'hormone thyroïdienne, là, on va avoir un effet biologique final. Dans ce cas-ci, le principal effet que je vais vous retenir, c'est qu'on augmente le métabolisme de l'ensemble des cellules de votre organisme. Donc, augmente le métabolisme dans toutes les cellules ou à peu près. Il n'y a pas beaucoup de cellules qui n'ont pas de récepteur à l'hormone thyroïdienne. Donc, augmente le métabolisme dans l'ensemble des cellules du corps ou de l'organisme. Et si vous ne vous souvenez pas du début de la session, le métabolisme, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des réactions chimiques du corps. Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que quand vous avez de la T3, T4, c'est que l'ensemble des réactions chimiques dans vos cellules vont se faire beaucoup plus vite. C'est donc un effet qui va maximiser l'effet d'autres hormones. Tu as l'hormone de croissance qui va peut-être dire aux cellules des muscles, des os, fais de la mitose, fais de la production de protéines pour grandir et tout. Ça va se faire à une certaine vitesse, mais si j'ajoute de la T3, T4, ben cette réaction chimique-là va se faire beaucoup plus vite. Il y a peut-être l'insuline ou le glucagon qui peut favoriser, je ne sais pas moi, de la glycogénèse, glycogénolyse, c'est vrai. Mais s'il y a de la T3, T4, la réaction chimique, au lieu de se faire à 60% de vitesse, elle va se faire à 100%. Donc, elle est extrêmement importante, la thyroïde. Les gens qui ont des problèmes de thyroïde, ça peut être dramatique parce que l'ensemble du métabolisme cellulaire de tous vos cellules, les neurones au cerveau, les cellules musculaires, peu importe, toutes les cellules ou à peu près, va se faire beaucoup trop vite, ce qui amène des problèmes médicaux, dans des cas, exemple, d'hyperthyroïdie, ou beaucoup trop lent, dans des cas de problèmes d'hypothyroïdie. Ça, on verra ça plus tard, je vais vous en parler quand ce sera le temps. Mais, on comprend que, même s'il y a juste comme un effet central, T3, T4, c'est le métabolisme qui est affecté. Ça l'accélère, c'est un accélérateur de métabolisme. Fait que si tu ne fais pas assez de T3, T4, métabolisme trop lent, réaction chimique trop lente, ou vice-versa. Et ça, si vous travaillez avec des patients qui ont des troubles de thyroïde, médicamenté ou non, là, votre premier réflexe, c'est de dire, OK, métabolisme, réaction chimique va être trop forte, trop forte. Même si je vais ajouter des détails, juste avec ça, vous allez pouvoir vous déprendre. Et vous allez pouvoir déduire plein de symptômes médicaux chez votre patient qui les médicaments ne sont pas effectifs ou pas assez ou qu'il n'y a pas de médicaments. Les gens autour de vous aussi vont présenter des symptômes, des fois associés à des dérèglements de la thyroïde. Vous allez pouvoir les reconnaître simplement si vous vous souvenez que le métabolisme va être trop fort, trop faible. Et je vais vous expliquer la logique en temps et lieu. Je ne vais pas aller là pour tout de suite. Pour l'instant, c'est juste de comprendre cette première voie. Donc, en gros, il y a beaucoup d'hormones, mais prenez-vous des trucs
pour étudier de façon efficace. Tu sais, le but ici, là, c'est qu'en bout de ligne, on veut activer la thyroïde, T3, T4, OK, ou HT, T pour thyroïde. Donc, le but ultime, c'est qu'on dit à la thyroïde, relâche tes hormones thyroïdiennes pour augmenter le métabolisme parce qu'on a besoin d'aller plus vite dans cette situation, une situation particulière. Une autre situation, on a besoin de ralentir le métabolisme, ben, on va bloquer l'activation, la production de T3, T4, par exemple. Mais, quand je vous dis des bonnes méthodes d'étude, le T, ben, la GH, il n'y a pas de T, il y a un T. C'est pas toujours les hormones avec un T qui a rapport avec la thyroïde, mais ça peut déjà vous aider à vous souvenir dans votre étude. Donc, T3, T4, HT, bon, on active la thyroïde. Et là, j'ai la TSH et TRH. Là, vous savez, ben, le premier T, c'est pour activer la thyroïde. C'est un bon truc. Là, vous inversez les deux souvent à l'examen final. Ben, TSH, TRH. Si tu te souviens de mon truc de début de capsule, la RH, c'est toujours la première. C'est toujours celle qui est relâchée par l'hypothalamus. Donc, là, ça devient plus simple parce que tu sais toujours qu'un hypothalamus, un adénohypophyse, puis un effet ou une glande, dans ce cas-ci, c'est une glande, produit la TRH, adénohypophyse, stimule, je fais de la TSH, stimule thyroïde, T3, T4, augmente le métabolisme. Si, je l'ai dit tantôt, c'est comme une chaîne de commandement, s'il y a une étape qui ne fonctionne pas, évidemment, tout le monde comprend que quand on parle d'hypothyroïdie, OK, problème de thyroïde, j'ai une lésion en thyroïde, les cellules ne produisent pas. Donc là, pas de thyroïde, pas de T3, T4, pas de T3, T4, pas d'effet métabolique. Ça, c'est facile pour vous de comprendre. Et pourtant, moi, je peux vous dire que vous devez avoir une compréhension un peu plus forte. Si je vous dis, exemple, ça va peut-être te surprendre, mais si tu as bien écouté, tu vas être capable de répondre à cette question-là. Si je vous dis qu'à votre patient, au dossier médical, vous remarquez qu'il y a une tumeur du cerveau, puis là, en discutant avec votre patient, en l'observant, puis en regardant les analyses sanguines, vous réalisez que des symptômes associés à l'hypothyroïdie, bien là, des fois, j'ai du personnel comme ça, médical, qui ne comprennent pas, puis ne sont pas capables d'expliquer ce qui se passe, puis tout. Puis même qui pensent que finalement, exemple, c'est un cancer au cerveau, puis il y a des troubles d'hypothyroïdie, ils disent « Ah, ben là, c'est parce qu'il y a deux maladies, un cancer puis un problème de thyroïde, et pourtant, ça n'a aucun rapport. » Moi, je peux dire que c'est le cancer au cerveau, dans ce cas-ci, qui provoque un problème au niveau de la thyroïde. Comment tu peux m'expliquer ça? Si j'ai, exemple, une tumeur au cerveau qui vient comprimer l'hypothalamus, puis qu'on détruit les cellules de l'hypothalamus, ou qu'on les empêche de faire leur fonction, si l'hypothalamus ne fait pas de TRH, est-ce que l'adénohypophyse va être stimulée? Non. Si elle n'est pas stimulée, même si l'adénohypophyse est en forme et qu'elle est bourrée de TSH, si je n'ai pas de TRH, l'adéno ne fonctionne pas. Si elle ne fonctionne pas, pas de TSH. Pas de TSH, pas de thyroïde d'activer. Pas de thyroïde, pas de T3, T4. Donc, pas de T3, T4, c'est comme si on n'avait pas d'hormones, le métabolisme est faible. Là, vous pensez que c'est une hypothyroïdie, mais en fait, la thyroïde est tout à fait correcte. Tout à fait correcte. Mais, le problème part du cerveau. Puis des fois, j'ai une tumeur au cerveau aussi qui fait l'effet inverse. Parce que là, c'est pas une tumeur qui vient comprimer l'hypothalamus, c'est les cellules de l'hypothalamus qui font un neuroblastome qu'on appelle, c'est pas super important, mais comment je dirais ça, on va dire que les cellules de l'hypothalamus deviennent très, très actives. Ils ne font pas juste se diviser, mais ils vont commencer à être actives en termes métaboliques. Donc, ils sont trop excités. Trop excités, je produis trop de TRH. Trop de TRH, trop d'adéno stimulés. Si j'en stimule trop de TSH, trop de thyroïde d'activer. Et si j'active trop ma thyroïde, j'ai T3, T4. Donc, c'est encore une fois un cancer au cerveau. Là, on aurait des symptômes associés à une hyperthyroïdie, une thyroïde trop active. Et c'est juste deux exemples pour vous montrer que la chaîne de commandement est importante. Si je bloque une étape, le reste ne se fait pas, puis j'active trop une étape, ben, le reste va trop se faire. Okay? Fait que oui, effectivement, l'hyper ou l'hypothyroïdie, ça peut être un problème de thyroïde trop active ou pas assez active, mais il ne faut pas oublier que des troubles au cerveau, un AVC, une hémorragie cérébrale, une tumeur, peu importe, n'importe quel dérèglement au niveau du cerveau pourrait affecter l'activité de l'hypothalamus ou de l'adénohypophyse qui va engendrer, dans ce cas-ci, un effet quelconque sur la thyroïde. Okay? Donc, les trois sont reliés. C'est ça que je veux vous faire comprendre, en fait. Et si on veut s'amuser un petit peu, juste pour réfléchir, donc c'est sûr que l'essentiel pour moi, c'est d'apprendre cette voie-là, puis vous l'avez compris, puis elle est claire, c'est parfait. Mais si je vous pousse un petit peu dans votre réflexion, puis là, je vous disais, OK, pour X raison, je ne sais pas, j'ai
un AVC ou une hémorragie cérébrale, et suite à l'hémorragie, certaines cellules de l'adénohypophyse sont mortes. Et c'est en fait les cellules qui étaient responsables de produire de la TSH. Si je n'ai pas de TSH, maintenant tout le monde comprend que la thyroïde ne sera pas activée, pas de T3, T4, le métabolisme va être trop faible. Maintenant, vous avez 3 médicaments possibles. Souvent, les médicaments qu'on va utiliser, là, c'est soit des protéines, des molécules, des fois c'est même des anticorps qui vont imiter l'effet de la T3, T4 ou qui vont bloquer l'effet de la T3, T4. Parfois, c'est des médicaments qui vont imiter l'effet de la TSH ou bloquer l'effet de la TSH ou de la TRH. Okay? Et maintenant, vous avez 3 sortes de médicaments. Le médecin en choisit un. Puis là, vous regardez ça. Puis là, avec votre compréhension de bio, là, vous dites, mais mon boss, as-tu fait la bonne job ou pas la bonne job? Et là, je pose la question. Si vous comprenez bien votre voix, c'est pas juste du par cœur, vous êtes capable de répondre à cette question-là. Donc, je répète le problème. TSH ne fonctionne pas parce que l'adénohypophyse il y a des lésions à l'adénohypophyse. Donc, évidemment, la thyroïde n'est pas stimulée. Si je vous dis qu'on donne un médicament qui imite l'effet de la T3, T4 ou de l'hormone thyroïdienne, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je dis que oui. Ça, c'est un médicament que moi, je donnerais. Pourquoi? Ben, si tu n'as pas de TSH, tu n'as pas de T3, T4. Donc, toi, tu viens d'en donner de l'artificiel. Tu remontes ta quantité de T3, T4. Fait que même si tu n'as pas d'effet de l'adénohypophyse, toi, tu le fais artificiellement. C'est une bonne idée. OK? Si tu donnes un médicament qui imite l'effet de la TSH, ici, c'est une bonne idée? Moi, je dis que oui. Tu n'as pas de TSH, je t'en donne sous forme de capsule, de pilule ou je t'en injecte, ben c'est correct. Tu n'en as pas, je t'en donne de l'artificiel. Ça vient remplacer l'effet ici. Donc, ça pourrait faire le job. C'est juste qu'on va agir à un niveau plus haut. Tu donnes de la TSH artificielle, ça va stimuler la thyroïde. La thyroïde va répondre à la TSH artificielle. Tu fais de la T3, T4. Donc, ça serait un bon médicament. Là, tu vois le dossier médical, un autre médicament, mettons le médecin, au lieu de prescrire ça, il prescrit un autre médicament. Et là, tu réalises que toi, tu connais les médicaments, parce qu'un jour, tu vas faire un cours de pharmaco avec tes preuves de soins. Puis là, ils vont te dire, ouais, ben, ce médicament-là, toi, tu te souviens du mécanisme. Puis là, tu te dis, hey, ça imite l'effet de la TRH. Ça serait-tu, tu sais, le médecin, là, il décide ça. Il fait-tu la job ici? Moi, je dis que non. Ça, c'est une erreur médicale. Puis si toi, tu es allumé, ben, tu vas pouvoir poser les bonnes questions ou parler à qui de droit pour rétablir la situation. Parce que qu'est-ce que ça fait si tu donnes un médicament ici? Tu stimules le TRH, mais là, c'est pas le problème de l'hypothalamus, c'est l'adénohypophyse qui ne marche pas. Fait que quand même bien que je te donne de l'hormone ici, l'autre est bloqué. Et en fait, je peux te dire que la TRH, l'hypothalamus, en produit. Il n'y a pas de trouble là, l'hypothalamus fonctionne. C'est juste qu'il n'y a pas de réponse de l'adénohypophyse. Quand même bien que tu en donnes de plus de l'artificiel, l'adéno, elle ne fonctionne pas mieux. Là. Donc, dans ce cas-ci, ça ne règle rien. Ce serait peut-être un médicament intéressant si l'adénohypophyse, un autre patient, si l'adénohypophyse fonctionne, mais c'est un problème d'hypothalamus. Donc, si c'est lui qui ne fonctionne pas, ah, ben là, je pourrais bien donner de la TRH, ça devient intéressant parce que lui, il n'y en a pas. Fait qu'on va remplacer, puis là, la TRH va agir sur l'adéno, puis là, l'adéno va jouer sur la TSH, puis la TSH va jouer sur la thyroïde et tout ça. Bon, donc, c'est juste un petit peu de logique pour s'amuser un petit peu et c'est pour savoir si vous comprenez bien le niveau d'activation entre ces différents niveaux-là. OK? Donc, ça, c'est comme ta première voie qu'on vient de voir. Et là, on va faire les autres, en fait. Donc, les prochaines, c'est la même logique. C'est juste le nom des hormones qui va changer, tout simplement. OK? Donc, on va passer... Juste effacer mes hormones. Et on va repartir toujours avec le même dessin. Donc, toi, sur ta feuille, tu peux prendre juste la colonne... Toujours sur la même feuille. Tu vas essayer de rentrer les 6. Comme ça va être plus facile de les voir... d'avoir une vue d'ensemble de tout ça. Donc, à côté de ta première courbe qu'on vient de faire, on va faire la deuxième. On va en faire 6, en fait. C'est les 6 hormones qui sont à l'étude. Donc, toujours avec l'adénohypophyse, l'hypothalamus. Là, ici, on va partir d'une autre hormone qu'on va voir aussi en détail, qui s'appelle la CRH. Donc, là, au lieu de la TRH de tantôt, la deuxième voie, CRH. Quand l'hypothalamus fait de la CRH, ça va stimuler l'adénohypophyse et aussitôt que l'adéno est stimulée par la CRH, elle répond
en produisant de la CTH. Donc, c'est comme ça qu'on sélectionne. Là, on le voit très bien. J'ai essayé de le dire en début de capsule, mais tantôt, on a vu que la TRH, l'adénohypophyse, dans les 6, elle relâche le TSH pour stimuler la thyroïde. Mais si, au contraire, c'est pas de la TRH, puis elle reçoit de la CRH, là, elle ne fait plus la même chose. Elle va relâcher une autre de ces 6 hormones qui s'appelle ACTH. C'est une hormone, normalement, qui est associée au stress. Donc, quand tu es stressé, on verra ça plus dans la dernière capsule de la session. On va la revoir, cette voie-là, en détail. C'est que là, quand tu es stressé, tu fais toujours de la CRH. L'hypothalamus détecte que tu es stressé. CRH, adénohypophyse, ACTH. Et la CTH, on est toujours dans le deuxième scénario, c'est qu'elle n'a pas d'effet direct. On va jouer sur une autre glande. Mais là, dans ce cas-ci, ça ne sera pas la thyroïde comme tantôt. C'est 2 autres glandes qu'on appelle les glandes surrénales. Les glandes surrénales peuvent faire beaucoup d'hormones. En fait, ils en font 3. Ils font de l'adrénaline, du cortisol et... je m'excuse, j'ai un petit blanc. Donc, de l'adrénaline, du cortisol et de l'aldostérone. OK? Quand l'adrénaline est produite d'une autre manière qu'on verra plus tard. Mais pour la voie de l'hypothalamus, on va être capable de stimuler 2 des 3 hormones des glandes surrénales. Donc, les glandes surrénales, aussitôt qu'elles ne font rien, mais aussitôt qu'elles vont recevoir de la CTH, elles vont faire 2 choses. Donc, l'effet direct va être par la suite. Dans un premier temps, les glandes surrénales vont relâcher ce qu'on appelle le cortisol. Ça, c'est une hormone. Et dans un deuxième temps, les glandes surrénales vont relâcher l'aldostérone, qui a un effet très similaire à l'ADH qu'on a vu tantôt. Donc, on réabsorbe l'eau. Vous allez voir ça dans 2 secondes. Le cortisol, comme ça ici, va faire plusieurs choses. Pour l'instant, je vous donne juste un effet. Quand on va voir la dernière capsule de la session, ben, on rajoutera un effet ou 2. Mais pour l'instant, l'effet clé, c'est d'augmenter la glycémie. Quand tu es stressé, on veut augmenter ton taux de sucre sanguin, ton taux de glucose, tout simplement parce qu'on veut que tu aies un maximum d'ATP dans le cerveau pour prendre des décisions rapides et efficaces. Puis on veut que tes muscles puissent vraiment se contracter rapidement et avec efficacité aussi pour te défendre, pour courir, peu importe. Donc, c'est ta réponse de défense à un stress. On augmente la glycémie, puis ça, c'est causé par le cortisol. L'aldostérone, elle fait un peu comme la DH, c'est juste qu'elle n'est pas produite dans le même contexte, augmente la réabsorption de l'eau, mais maintenant, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. On récupère l'eau. Donc, au lieu que les reins filtrent, c'est le même effet, hein, donc on est au niveau des reins. Donc, au lieu de filtrer le sang pour faire de l'urine, on récupère l'eau de l'urine pour conserver nos liquides et ça va nous aider à contrer le stress. Je ne vous explique pas pourquoi aujourd'hui. Quand on donnera du détail, pour aujourd'hui, c'est la voie qui est intéressante. Donc déjà, c'est 2 effets suffisants. Et maintenant, la bonne nouvelle, là, vous allez voir, c'est lourd un peu, je vous avais averti, là, mais la bonne nouvelle, c'est que plus tard dans la capsule, que ce soit pour la thyroïde, que ce soit quand je vais faire la réponse au stress, il y a déjà une bonne partie des prochaines capsules, des prochains éléments que je vais passer plus vite. En fait, vous allez déjà connaître la matière. En connaissant cette voie-là, mais là, même si je le répète plus tard, vous le savez, une fois que tu le sais. Donc, vous allez voir, ça va alléger les prochaines capsules. Mais la même logique que tantôt, là, je ne ferai pas ça à chaque fois, mais vous comprenez, comme l'exemple avec la thyroïde, ben, si j'en prends un d'hypothalamus, pas de CRH, ben, tout le reste ne fonctionne pas. Même chose si j'en prends un au niveau de l'adénohypophyse ou des glandes surrénales. Hein? Donc, là, tout ça est toujours relié. OK? Donc, maintenant, ben, il faut juste être capable d'associer le terme CRH à ACTH et aux 2 hormones qui sont ici. Mais, pardon. Donc, je vais revenir au tableau blanc. Donc là, ben, dans le fond, dans le tableau, on a fait la TRH. J'ai réglé la CRH. Donc, dans le tableau, j'ai rajouté les glandes surrénales et tout ça. Ici, on va parler de corticostéroïdes, c'est correct, mais moi, je parle déjà du vrai nom de l'hormone, donc on fera la différence. Cortisol et aussi aldostérone que j'ai rajouté qui n'était pas présent dans le tableau. OK? Donc, ça, c'est réglé. On a réglé ces 2-là. Maintenant, on va les effacer, ceux-là. Là, ce qui me reste, celle-ci. OK? Donc, je vais y aller avec la GnRH, qui est en fait une hormone qui va être importante pour contrôler certains éléments de la reproduction. OK, voilà. Donc, on va repartir avec le même
tableau. L'hypothalamus, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va relâcher évidemment une RH, mais dans ce cas-ci, on appelle ça la GNRH. Fais attention parce qu'il y a une hormone qui s'appellera tantôt GHRH, il y a juste un petit N de différence. Donc le GN, le N va être relié à la reproduction, on va voir ça tantôt. On stimule l'adénohypophyse comme d'habitude, et l'adénohypophyse ici, ce qu'elle va faire, aussitôt qu'elle reçoit de la GNRH, elle va produire 2 hormones. Okay? C'est pour ça qu'elle est exceptionnelle, celle-ci. Au lieu d'en relâcher juste une, elle fait 2 choses. Elle relâche la FSH, elle relâche la LH. Et une fois que tu fais ça, la FSH et la LH n'ont pas d'effet direct, on va jouer sur un autre organe. Donc, et faites attention, hein, tantôt je parlais de cytocine, le rôle chez la femme, je ne l'ai pas dit, mais je n'ai pas parlé de l'homme. Donc, vous avez déduit que la cytocine, ben, c'est pour l'allaitement, l'accouchement, donc ça n'a pas de rôle, en tout cas, pas de rôle connu à l'heure actuelle chez l'homme. Prolactine, production de lait, pas de rôle connu chez l'homme. On en produit un petit peu de ces 2 hormones-là, mais pas vraiment de rôle connu. Par contre, la FSH et la LH, les effets sont différents chez la femme par rapport à l'homme, mais dans les 2 cas, on en produit, et dans les 2 cas, c'est important pour la reproduction. Donc, la fonction reproductrice mâle ou femelle est importante et contrôlée par FSH-LH. La seule différence, c'est qu'on ne va pas jouer ces mêmes organes. Donc, quand je fais de la FSH ou de la LH, bien là, on va aller jouer, selon ton sexe, soit sur les ovaires, soit sur les testicules. Et l'effet de ça, ça va être de relâcher des hormones sexuelles qui vont varier selon votre sexe, évidemment. Donc, évidemment, si vous êtes une femme, c'est des oestrogènes. Si vous êtes un homme, c'est de la testostérone. Mais en gros, là, je ne vais vraiment pas en détail. Vous allez voir, en Bio 3, vous allez en passer du temps là-dessus. Si vous vous souvenez de mon cours, hein, vous allez voir que c'est une grossière simplification. Mais on va dire 2 choses. Donc, les hormones sexuelles ici vont augmenter la fabrication de cellules reproductrices. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, ça sera des spermatozoïdes si vous êtes un homme ou des ovocytes ou ovules si vous êtes une femme. Donc, on augmente les cellules reproductrices, la production de cellules reproductrices. Puis, de façon générale, on augmente, on stimule, on régule les fonctions reproductrices du gars ou de la fille. Alors, je vous l'ai dit, c'est très, très général. Là, c'est pas mal plus compliqué que ça dans la vraie vie, mais c'est suffisant pour Bio 1. Fait que dans le fond, ça, c'est une qu'on ne voit pas en détail dans cette session-ci. C'est juste la voix qui m'intéresse. Et ce que ça fait, dans le fond, ben là, vous réalisez que pour produire des spermatozoïdes, pour avoir des fonctions reproductrices, ben vous pensez toujours, si vous vous souvenez de vos cours au secondaire, ben c'est toujours les ovaires, testicules, hormones sexuelles, c'est toujours ça qu'on enseigne. Mais on ne vous enseigne jamais le vrai niveau avec l'hypothalamus, l'adénohypophyse. Donc, encore une fois, je vous pose la même question, puis ça, vous allez peut-être vous la faire demander à un moment donné dans votre vie, vous avez un patient qui est stérile, mettons un gars qui est stérile. OK? Puis là, votre premier réflexe, c'est de penser, bien, il y a un problème au niveau de l'hormone sexuelle, des testicules, et c'est vrai, ou les spermatozoïdes sont anormales, tout ça. Bon, c'est parfait, là, c'est souvent un cas, bon. Puis c'est l'équivalent chez la femme aussi avec les ovaires, l'estrogène. Parfait. On peut donner de l'hormone artificielle, exemple, pour régler la situation. Mais, je peux vous dire qu'un problème au cerveau peut engendrer des problèmes de stérilité. C'est beaucoup plus rare, mais ça arrive. Ça arrive. Donc, si jamais, je ne sais pas, moi, vous avez un ami qui est jeune, je ne sais pas moi, un ami de 25-26 ans, puis là il sait qu'il y a un problème, mettons qu'ils ont trouvé une masse au niveau de l'hypothalamus ou encore une hémorragie au niveau de l'hypothalamus. Il n'a pas l'air d'avoir trop de symptômes. Il fonctionne bien, toutes ses fonctions cognitives sont là et tout. Mais là, il a de la misère à avoir un enfant et tout, puis là, il fait un spermatogramme, puis là, on voit qu'il n'y a pas de spermatozoïdes ou très peu. Lui, il ne fait pas le lien avec son problème qu'il a eu au cerveau, je ne sais pas, un coup à la tête, puis une hémorragie, puis sa stérilité. Vous êtes capable de le faire. Là, tu dis, ben là, va investiguer davantage, puis dis-le à ton médecin, parce que lui, il va te faire une prise sanguine, puis il va mesurer, tu n'as pas de spermato, mais il va pouvoir mesurer la quantité de GNRH, FSH, LH, et, mettons, de testostérone.
Si, exemple, un peu comme la réflexion de tantôt, tu as un problème avec l'hypothalamus, tu n'as pas de GnRH, ben, tu n'auras pas de FSH-LH et tout ça. Donc, juste en mesurant un bilan sanguin, en regardant les concentrations d'hormones, tu peux déjà comprendre ce qui ne marche pas. Si les concentrations de GnRH sont très faibles, FSH-LH très faible, testostérone très faible, tu comprends que c'est son hémorragie cérébrale qui pose un problème. Les 3 niveaux d'hormones ne sont pas là parce que la première ne fonctionne pas. Si au contraire, tu avais beaucoup de GnRH, la prise sanguine montre qu'il y a beaucoup de GnRH dans le sang, mais tu n'as pas les autres hormones, qu'est-ce que tu conclus? Est-ce que l'hypothalamus ne fonctionne pas? Ben non, il y a plein de GnRH. Donc lui, ça va. Son hémorragie a peut-être plus affecté l'adénohypophyse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de FSH-LH. Puis évidemment, si je n'ai pas de FSH-LH, je ne stimule pas les testicules actifs, pas de testo, pas de spermato, pas de bébé. Puis si au contraire, tu as beaucoup de GnRH, tu as beaucoup de FSH-LH, mais tu n'as pas de testo. Alors là, c'est peut-être un problème des cellules dans les testicules. C'est pas arachné, mais c'est des cellules interstitielles qui produisent le testostérone. Peut-être qu'elles ne fonctionnent pas. OK. Tes 3 hormones sont dans le tapis. Tu es encore stérile, mais c'est d'autres problèmes. OK? Donc, ça a l'air de rien, mais juste avec un bilan sanguin au dossier médical, puis juste en mesurant les niveaux normaux, tu n'as pas besoin de connaître les chiffres, tu as juste à savoir si tu es en haut ou en bas de la normale, tu peux déjà déduire quel élément ne fonctionnerait pas. Puis si tout semble fonctionner en termes de niveau hormonal, ben là, il y a peut-être d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est un autre exemple de pousser la question un peu plus, juste pour voir si vous comprenez cette relation-là entre les éléments. OK? Donc, évidemment, pour l'instant, juste connaître cette voie-là, puis une fois que tu la sais, ben, si tu es capable de réfléchir un petit peu comme je viens de le faire, ben, c'est sûr que c'est un avantage pour toi. Là, tu es vraiment blindé, ça veut dire que tu comprends tout. OK, donc là, on a réglé quelques-unes. La prochaine que je vais faire, c'est l'hormone de croissance. Et vous allez voir ici qu'on a un effet direct. Donc, il n'y aura pas, mettons, les glandes surrénales ou la thyroïde ou ovaire testicule. Donc, pas d'autre, c'est pas un élément, pas un troisième élément d'impliqué. Là, on va avoir un effet tout de suite après l'adénohypophyse. Ça, c'est une hormone qu'on va voir en détail aussi. C'est la troisième qu'on va voir en détail dans les prochaines diapos. Donc, dans ce cas-ci, l'hypothalamus, pour la croissance, ce qu'elle va faire, c'est une GHRH. GH, c'est pour growth. Okay? G, growth, H, hormone. Donc, growth, ça veut dire croissance en français. C'est l'hormone de croissance. GHRH, il ne faut pas la confondre avec celle que je viens de voir, GnRH pour la reproduction. Donc ici, c'est pour grandir. Et une fois que tu fais la GHRH, ça dit à l'adénohypophyse, fais de la GH. La GH, c'est l'hormone de croissance humaine. Growth, encore une fois. Donc, quand tu vois des G, tu penses à croissance. Si tu es un peu bilingue, c'est plus facile à retenir, growth. Ta GH, elle, qu'est-ce qu'elle fait? On a un effet direct. On va voir qu'il y a beaucoup plus d'effets que ce que je fais aujourd'hui, mais on verra en temps et lieu. Pour l'instant, on va noter juste ça comme ça. Donc, l'hormone de croissance, aussitôt qu'elle est produite, donc aussitôt qu'elle quitte l'adénohypophyse, là, un effet direct sur l'ensemble des muscles, l'ensemble des os, et on augmente la mitose. Donc, c'est sûr que tu vas augmenter ta quantité de cellules. Pourquoi? Bien, plus que j'ai de cellules, plus que je vais grandir, mes muscles vont prendre de la masse, mes os prennent de la masse. Un petit enfant de 5 pieds, 4 pieds, 3 pieds va finir à, je sais pas moi, à 6 pieds. Bon, donc, la mitose fonctionne bien parce que l'hormone de croissance, elle est là. Si tu n'as pas assez d'hormone de croissance, bien évidemment, ça peut amener des retards. Il y a moins de mitose, donc des retards de croissance. Il y a un autre effet on ajoutera des détails, mais généralement, je veux que vous reteniez aussi, c'est une hormone qui augmente la glycémie. Okay? Souvent, l'hormone de croissance provoque des états d'hyperglycémie. C'est normal. Pourquoi? Ben, je pose la question. Pensez-vous que ça prend beaucoup d'énergie, faire des nouvelles cellules? La mitose, ça prend beaucoup d'ATP. Donc, il y a beaucoup de processus biologiques associés à l'hormone de croissance qu'on verra qui va nécessiter de l'ATP. Donc, de la glycémie. C'est pour ça qu'un jeune enfant, il y a des poussées de croissance et il est affamé. Il mange comme 3 adultes. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement besoin de glycémie, de sucre, de glucose pour faire de l'ATP, pour construire du nouveau matériel, des nouvelles cellules. Donc, dans ce cas-là, c'est une hormone qui, de façon naturelle, va augmenter le glucose sanguin. Donc, mitose dans les muscles, les os, augmente la glycémie, c'est les effets pour l'instant. Et, comme je vous le disais, ben là, l'effet est direct. Hein? Hypothalamus fait sa GHRH, l'adéno répond en faisant de l'hormone de croissance, la GH, et on stimule donc muscles, les os, puis on augmente la glycémie. Donc, on vient d'en régler un autre.
Maintenant, on va faire la prolactine. Donc, il faut faire attention, parce que la prolactine est impliquée aussi chez une femme qui allaite. Il ne faut pas la confondre avec l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone de la neurohypophyse pour éjecter le lait. Vous la mélangez souvent avec la prolactine, vous ne savez plus laquelle est laquelle. Donc, il faut faire très attention. L'ocytocine, on en a parlé tantôt, c'est la neurohypophyse. Là, le sujet, c'est l'adénohypophyse. C'est donc pas la même chose et c'est pas la même hormone, vient pas de la même endroit, c'est pas la même régulation, puis évidemment, on n'a pas le même effet. Donc, dans ce cas-ci, l'hypothalamus va relâcher une autre sorte de RH qui s'appelle la PRH. P pour prolactine. Donc, c'est un autre truc. Hein? Je sais que c'est mélangeant, mais des fois, des petits trucs comme ça, là, vous avez les T pour la thyroïde, les G pour la croissance, P pour prolactine. Donc, ça vous permet des fois de vous débrouiller un petit peu. Ta PRH stimule l'adénohypophyse et dans ce cas-ci, elle va répondre en faisant de la PRL ou, si tu préfères, de la prolactine. Un autre truc pour ne pas vous mélanger, prolactine, production de lait. Fait que ça, ocytocine, c'est pour sortir le lait, mais prolactine, production de lait, L-lactine, lactose. Okay? Donc, vraiment production de lait. C'est un peu comme l'hormone de croissance. On a un effet... En fait, on va jouer directement sur les glandes mammaires, donc pour la production de lait. Fait qu'il n'y a pas d'autres hormones impliquées. Donc, c'est un effet direct au même titre que l'hormone de croissance. Contrairement à la thyroïde ou à les surrénales qu'on a vu tantôt, ou même les testicules ovaires qui faisaient des hormones sexuelles. Donc, on a juste deux hormones ici. Et, en fait, juste pour être cohérent, je ne vais pas le mettre en dessous ici. Hein, je reprends la même logique que tantôt. Je mets toujours mon hormone sur la flèche. Là, donc, pour être clair, PRL, prolactine ici. Et on va agir sur les seins, évidemment. Pas toutes les femmes qui vont décider d'allaiter, évidemment. Okay? Et qu'est-ce que ça fait? Ça aussi, vous allez voir ça en détail, le mécanisme quand vous ferez le système reproducteur. Pour mon cours, simplement, retenir qu'on augmente la production de lait au niveau des seins ou des glandes mammaires. Okay? Donc, production de lait chez la femme qui allaite, évidemment. Si vous n'allaitez pas, ben le taux de prolactine ou de PRL va diminuer, puis à un moment donné, vous n'en faites plus, puis bon, ben c'est plus possible d'allaiter. Okay? Donc, voilà. Puis, toujours la même logique. Hein? Si vous n'avez pas de PRH, ben, pas de PRL, pas de PRL, pas de production de lait. Et donc, je crois avoir fait le tour. Si vous me permettez, juste pour être certain que je n'ai pas rien oublié. Donc, on a parlé de la TRH. Donc, vous avez la première voie. Vous avez la prolactine qu'on vient de faire. Donc, ça va. J'ai parlé de la GnRH pour la reproduction. Donc, ça va. CRH, j'en ai parlé. J'ai fait l'hormone de croissance. Donc, vous êtes correct. Vous avez toutes les voies possibles. Et dans la suite de la capsule, on va prendre 3 de ces voies-là qu'on va pousser davantage, la compréhension, mais ne négligez pas les 6 voies. Je pourrais vous poser des questions sur l'ensemble des 6 voies, comme je viens de les résumer maintenant.